écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. On est très heureux encore une fois de recevoir notre historien fétiche dont la moustache pourrait devenir le logo de Radio Ma'arif. Salut Mustafa. Bonjour. Comment ça Bonjour, va? Ça va, ça fait plaisir toujours. Convocation sur convocation. Harcèlement peut-être, non? Non. Bon, on répond en convocation parce que bon, c'est la loi. Non, pas la loi, c'est la passion. Et c'est très gentil effectivement de venir aussi souvent qu'on te le demande. Et d'ailleurs, il faut expliquer aussi que très souvent, c'est toi qui proposes des sujets. Tu connais bien l'esprit de ce qu'on cherche, ce qu'on veut faire. C'est toi qui as eu le dévouement, j'ai envie de dire, la passion et l'investissement, l'engagement de nous débiter l'histoire du Maroc en histoire avec un S, beaucoup plus digeste avec ton talent de conteur. Et aujourd'hui, tu nous as proposé de nous parler de Vichy, du système du Maroc sous Vichy ou du Maroc et de Vichy. Vichy étant le nom du gouvernement de collaboration mis en place en France, si j'ai bien compris, suite à la défaite de 1940. Ouais. Juin de 40, la France devant les armées de Hitler. Ouais. Donc la France perd. Et qu'est-ce qui se passe? Il est occupé une partie est occupée par Hitler, la capitulation, et c'est le maréchal Pétain qui la signe. Il est désigné chef de l'État par un vote du Parlement français. Légal ou Légalement. Donc légalement. il est un président de la République française. De la République, chef de l'État, comme ils appellent cela, et voté par le Parlement, qui signe l'armistice. Le gouvernement qui était avant lui, s'est échappé de Paris pour aller à Bordeaux. Je veux dire, toutes les institutions un peu sont à Bordeaux. Sont parties de Paris, oui. Tout le monde a quitté. Parce que les nazis n'arrivent pas dans le sud, c'est ça? Non, après la capitulation, c'est justement l'accord qui a été fait pour créer une zone occupée au nord, y compris Paris, et une zone qu'on a appelée libre avec capitale Vichy. C'est pour ça qu'on appelle le régime de Vichy. C'est là que le gouvernement de maréchal Pétain s'est installé pour qu'on parle d'un gouvernement de Vichy, effectivement. Donc ce qu'on appelle la zone libre. Mais bon, avec l'évolution de la guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, la conquête de l'Italie par les Alliés, finalement les Allemands ont fini par envahir tout le territoire pour défendre les côtes justement de Provence, où il y a eu le débarquement des nôtres et puis la Normandie de l'autre côté, bref. Corse. Alors juste pour comprendre, parce qu'il y a un petit paradoxe. Ça veut dire que Paris, par exemple, est géré directement par les Allemands. C'est ça. C'est ça, donc il y a l'administration allemande et puis toute l'administration française est au service de l'administration allemande. Mais bon, les Allemands, c'était un peu comme une sorte de protectorat, si j'ose dire. Il y a un gouverneur allemand et puis tout l'arsenal administratif français à la disposition des Allemands. Et au sud? Donc c'est une sorte de ligne horizontale, oui, non, pas tout à fait, pas tout à fait horizontale. Il commence au nord de Lyon, cette zone libre, et puis il descend, Toulouse est dedans, Bordeaux est dedans, mais c'est une... Et Vichy est dedans, bien sûr. Vichy est dedans, c'est quoi, je dirais un tiers, peut-être un quart du territoire français, quart sud. Alors, comment ça se décline chez nous? Toutes les autorités coloniales se sont déclarées, dans la légalité, dans la légitimité, si j'ose dire, pour reconnaître Vichy comme leur État et qu'ils continuent à recevoir leurs instructions de Vichy. Deuxième élément, ce qui est intéressant, c'est que comment les Allemands n'ont pas porté la guerre aux colonies, et surtout en Afrique du Nord qui est très proche. Et ça c'est toute la stratégie de Hitler. Et fort heureusement, si j'ose dire, les Allemands ne se sont pas intéressés directement puisque Vichy a réussi, bien sûr, par sa collaboration, à avoir la confiance des Allemands. Et du coup, indirectement, les colonies dépendent de Vichy et donc indirectement des Allemands. Et là, on va le voir à travers toute l'organisation militaire qui va être mise en place et comment les colonies, surtout à Rabat, Alger, Tunis, Dakar, Brazzaville, Abidjan, les chefs-lieux des capitales des différentes zones vont continuer à entretenir une relation avec Vichy
et à garder leur territoire respectif à l'égard de la guerre, dans un contexte où Hitler était occupé à autre chose, c'est-à-dire le front de l'Est, l'attaque de l'Union soviétique, qui pourrait peut-être être autrement, c'est-à-dire qu'il pourrait très bien regarder vers le sud, et il a fini par le faire, puisque l'armée allemande débarque en Tunisie, avec Rommel, avec les Italiens, et bon, c'est le début de la deuxième partie, un petit peu de la Deuxième Guerre mondiale, avec le débarquement américain chez nous, mais ça, c'est une autre Alors étape. revenons à la première partie de l'histoire. Donc il faut quand même préciser, si j'ai bien compris, que la France, le gouvernement officiel de France, c'est celui du maréchal Pétain, qui a signé la capitulation, Ouais. et qui a mis en place son administration dans la ville de Vichy, Ouais. et qui est dans une logique de fraternité avec les Allemands. Oui, Voilà. oui, collaboration. Collaboration. Ils appellent ça la collaboration. D'accord, la collaboration. Parce qu'il y a une autre façon de voir les choses qui se développe aussi, je vois dans la presse française, où des gens vont te dire c'est pas un gouvernement de collaboration, c'est un gouvernement nazi. Il y a une façon aussi de le voir comme ça. Je la cite juste pour information, parce que en me documentant sur ce podcast, je suis tombé sur cette version. En même temps que tout ça, il y a le général de Gaulle, qui, depuis Londres, appelle à la résistance, au refus de la capitulation, à le rejoindre pour organiser une contre-attaque. C'est bien ça. Oui, mais qui le connaissait, de Gaulle, qui écoutait, qui a écouté la radio. Voilà, donc c'est ma question. Donc aujourd'hui, quand tu dis les Rabat, Dakar, Alger se mettent sous l'autorité de Vichy, il n'y a pas vraiment de choix en vérité. C'est-à-dire que l'option de Gaulle n'existe pas. Non, pas encore. D'accord. Et il est inconnu, y compris, bon, il était colonel encore, il s'est autoproclamé général. Son fait d'armes, si j'ose dire, c'est qu'il était sous-secrétaire d'État à la Défense. Il était dans un gouvernement dans les années 30. Juste avant la défaite, justement, il était sous-secrétaire d'État à la Défense. Donc, je veux dire, il est membre du gouvernement, mais sous-secrétaire d'État, ça fait de lui vraiment un second coteau. Et puis, il était à peine colonel, il n'était pas encore général. Ensuite, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est le contexte chez nous au Maroc. Vas-y. Donne-nous le contexte chez nous au Maroc. On a un résident général, un général. Comment il s'appelle? Général Noguès. Oui. Qui a eu sa carrière marocaine. Il a participé à de nombreuses guerres. Il était dans la région de Marrakech, il a conquis les régions d'Azilal, de Wawizert, de Bilouidan, il était. C'est un pacificateur. Oui, parmi les pacificateurs, entre guillemets, si j'ose dire. J'adore ce mot. Oui. Rarement un mot a voulu dire autant le contraire de ce qu'il dit. Écoute, ils appellent ça exactement la pénétration pacifique, avec toutes les métaphores qui vont avec. Exactement. Donc, ne t'inquiète. Ensuite, il a participé à la guerre du Rif également. Il a beaucoup souffert, il a beaucoup galéré. Il était colonel d'un... Donc il est âgé, ce bon. La guerre du Rif, c'est 20 ans avant, quoi. Oui, d'un régiment mobile pendant la guerre du Rif. Il en a beaucoup souffert avec le colonel Colomba, 2 colonnes mobiles qui faisaient la navette pratiquement entre Tazat, Aounat, Rafsa, Ibn Zroual, etc. Ils en ont mangé de la poussière face aux armées de Abdelkrim. C'est pour cela, à l'époque de l'UOT, c'est pour cela d'ailleurs que le fameux maréchal vainqueur de Verdun, qui est Pétain de Vichy, était venu justement pour conclure l'affaire dite marocaine. C'est comme on dit, quand un maréchal bouge, c'est 60 000 généraux derrière. Et chaque général a 60 colonels derrière, chaque colonel a 60 commandants derrière, pour exagérer un petit peu les statistiques. Mais c'est le vainqueur de Verdun qui vient pour faire la guerre au Maroc. Je veux dire, c'est arrivé nulle part. Et ensuite, il prend le pouvoir en 1940. Le général Noguès, qui était résident général, est arrivé au Maroc. S'il vous plaît, notez-le bien. C'est le Front populaire, quand il a eu le pouvoir en France en 1934, qu'il l'a désigné comme résident général. Donc la gauche. Oui. Alors, cette gauche, entre guillemets, assez gauche, à travers l'histoire, avait normalement soutenu un peu la guerre du Rif contre les Espagnols, mais n'ont jamais protesté contre la guerre du Maroc. Au contraire, le Maroc français, il est halal, le Maroc espagnol, il est haram. Et donc, du coup, avec l'histoire de Mohamed Ben Abdelkrim, ils ont trouvé une manière, en tout cas, d'amener le pion un petit peu à leur gouvernement, etc. Même, ils ont financé une revue des nationalistes à Paris, la revue Maghreb en français, la première revue nationaliste en français. Il y avait son équivalent en arabe, le Majallat al-Maghrib, et c'était justement les socialistes du Front populaire, avant d'accéder au pouvoir, qui l'ont financé pour nous lancer les premières plumes des leaders nationalistes qui publiaient leurs textes en français pour justement, comment dirais-je, sensibiliser l'opinion publique en France au Maroc. Et bien, dès qu'ils obtiennent le pouvoir, oui, change, bien sûr. Ils envoient un militaire, alors que depuis l'IOT, on a eu 3 civils quand même. Alors quand un militaire arrive... donne leur nom des 3 civils. Après l'IOT, on a Steg. Steg. Théodore Steg.
D'accord. Radical de gauche. Il n'a pas percé dans l'histoire, ça. Oh, bah si, on a parlé de son neveu qui était enlevé, c'était lui le résident général. Oui. Neveu... Le deuxième, c'est... Non, c'est l'entrée des politiques, des membres des partis politiques, des élus dans la scène française. Il était gouverneur de l'Algérie, il était sénateur, il redevient sénateur après avoir quitté le Maroc. C'est lui qui remplace Lyoté, et c'est un changement de cap où les civils, les politiques apparaissent dans le protectorat, et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence un processus d'administration directe avec même, l'arrivée de tous les problèmes franco-français dans la scène politique marocaine. Ensuite, il est remplacé par le sien Sainte, qui dirige un petit peu le cabinet des dernières opérations de conquête jusqu'en 1934. Et il est troisième, je crois que c'est Gabriel Puyot. Il reste pas longtemps pour être remplacé justement par le général. Le retour des militaires. Le général Noguès, c'est-à-dire. C'est fou, ces trois noms. J'insiste, certes, pour les habitués de Radio Maël, ils les ont peut-être déjà entendus, mais ils n'ont pas marqué, quoi. Ils n'ont pas marqué. C'est-à-dire que Noguès, c'est un nom qui nous dit quelque chose. Lyoté, évidemment, mais. Les généraux, les militaires, ils ont une longue carrière derrière, et puis il arrive. Et c'est le premier qui lance un petit peu une politique répressive vis-à-vis des premières têtes des nationalistes marocains. Envoyé par la gauche française. C'est lui qui a exilé le premier, c'est Mkhtar Sossi, qui l'expulse de Marrakech vers son bled d'origine. Il exile Mohamed Ben Hassan al-Wazzani à Aqqa, transféré à Itzal par la suite, et le fameux Allel Fassi qui a été expulsé au Gabon. D'ailleurs, peut-être un podcast sur Allel Fassi au Gabon, ça serait pas mal, bien sûr, prochaine fois. Bien sûr. C'est très intéressant. Sur Allel Fassi, déjà. Allel Fassi comme personnage, c'est sa période gabonaise. Sa période gabonaise, sa période Kairote, je veux dire, quand il est entre du Gabon, il transite à peine et puis il s'installe au Caire jusqu'en janvier 1956. C'est l'occasion de faire une petite réflexion que je voudrais partager avec toi et tu me diras ce que tu en penses. On a une administration coloniale qui a devant elle un mouvement nationaliste qui vise à l'expulser, tout simplement. Pas encore. On est encore dans la période des réformes. Non, on est encore dans la période des réformes où on revendique en quelque sorte l'application du traité. C'est-à-dire, normalement, le Maroc est un pays qui s'autogouverne lui-même sous le contrôle des autorités du protectorat. Et sauf qu'au niveau des positions, des postes, etc., on ne donne pas les Marocains qui ont fait des études justement, et c'est eux les premiers qui s'initient à ce nationalisme-là. Au début, ils ne revendiquent que la réforme et l'application du traité et donner la place qui revient aux Marocains dans l'administration marocaine. Ma question concernait le traitement que l'administration coloniale avait réservé à ses opposants. Il est finalement assez doux. On parle d'exil. De Mkhtar Sossi, il va à la campagne. Allel Fassi, il va au Gabon. On n'est pas dans une répression très dure, avec des grosses peines de prison, quand on connaît la suite de l'histoire, je trouve, à titre, je sais pas où sont mes critères, quand on connaît un peu le XXe siècle, on a eu des façons beaucoup plus dures de traiter des oppositions frontales. Que ce soit dans l'administration coloniale ou même ailleurs, de façon générale, ils n'ont pas frappé très fort, quoi. Ça dépend. La notion d'exil, déjà, elle-même éloigner quelqu'un de chez lui. Pourtant, ceci, il est revenu chez lui, il n'y a pas de problème, mais ce qui les intéressait, c'est qu'il arrête. Il y a beaucoup d'opposants du XXe siècle qui auraient voulu avoir ce genre de. Ce qu'il arrête son enseignement, qu'il donnait à Marrakech, et l'impact qu'elle avait sur toute la petite élite de Marrakech. La même chose pour la petite élite de Fès ou pour Allel Fassi et Ben Hassan al-Wazzani. Ils ne sont pas les seuls parce que d'autres vont être exilés un petit peu dans des postes à l'intérieur. Azilal a servi également comme un lieu d'exil, c'est-à-dire dans des points qu'on considère sans importance et on va couper les gens avec leur milieu social, culturel, intellectuel et que par là on va stopper l'élan. Sauf qu'avec l'évolution, justement, cette histoire de Deuxième Guerre mondiale va complètement chambouler les choses et l'émergence également de nouvelles catégories. Donc, si on parle du contexte du général Noguès, c'est que à la défaite, c'est lui qui est au Maroc. Et Vichy désigne le général Noguès comme une sorte de chef suprême de l'ensemble de l'armée française en Afrique du Nord. D'accord. C'est-à-dire toute l'Afrique du Nord pour une fois. Normalement, Alger, département français, était la capitale un petit peu de tout le dispositif militaire français en Afrique du Nord. Et là, c'est Noguès, justement, par ses grades, par son ancienneté, par son aura, etc. Et il sera secondé par un autre général qui s'appelle le général Juin, qu'on va avoir comme résident plus tard au Maroc dans 1947, et qui était prisonnier de guerre chez les Allemands. Et Vichy va demander sa libération, parce qu'elle était déjà générale, et il était
été faits prisonniers, comme de nombreux généraux suite à la débâcle et à la défaite. Je ne sais pas combien, genre une quarantaine ou plus de généraux français qui ont été faits prisonniers par les Allemands suite à la débâcle de 40. Donc, pour qu'on comprenne bien, ce Juin est prisonnier allemand en Europe, hein. En Europe, chez les Allemands. Chez les Allemands, voilà. À la capitulation, en négociation de Vichy avec Voilà. le gouvernement nazi, Voilà. il est libéré et on l'envoie au Maroc, seconder Nogues, pour gérer une sorte d'armée française de Nord-Afrique, c'est ça? Aussi. Voilà. L'armée française et justement, ce qu'on va avoir, le seul volet allemand nous qu'on va connaître, c'est l'arrivée des commissions d'armistice. Les commissions d'armistice, c'est les Allemands qui ont en quelque sorte dépourvu la France de son armée professionnelle. Donc ils ont libéré l'armée, les Français de France. Et pareil ici au Maroc, parmi les conditions, c'est que la France devrait se désarmer. Et c'est ce qu'on appelle les commissions d'armistice. On en a eu, sont venus des Allemands qui circulaient un peu partout. Des Allemands Nazis. Au Maroc, nazis, gouvernement. nazis, avec la permission, je veux dire, de Vichy, mais qu'est-ce qu'il peut dire Vichy devant Hitler, et reçus au Maroc avec des véhicules. La question que je pose, enfin, là où j'ai du mal à suivre, excuse-moi, parce que je t'interromps, parce qu'il faut que... Quand les Allemands désarment les Français en Europe, c'est parce que les Français se battent contre les Allemands. Ouais. Voilà. Mais quand les Allemands désarment l'armée française au Maroc, ils mettent en danger, dans une logique coloniale, ils se mettent en danger vis-à-vis des indépendantistes ou des nationalistes. Ou bien... Non, peut-être Hitler n'était pas dans cette logique-là. Bon, peut-être pour lui que la France perde l'Afrique du Nord, pourquoi pas, mais pas forcément parce que, justement, on va voir par la suite quand l'armée allemande va arriver en Tunisie, justement, il avait ses visées, en tout cas, il avait ses plans, on n'en sait rien, mais certainement, il avait ses visées, ses manières de faire. Et c'est là que un autre général, qui était encore colonel, directeur des affaires indigènes, qui s'appelait Guillaume, était le chef des affaires indigènes. Et c'est lui qui a réussi à convaincre les commissions d'armistice que les Marocains, les Goumiers, tout ça, n'étaient pas de l'armée. C'était des auxiliaires indigènes, la police indigène, ils appelaient la police indigène. Et donc, c'est ce corps de Goumiers qui va être le noyau de l'armée française qui va participer à la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Je dirais un jeu de mots, de gymnastique, les fameux tabords. Normalement, c'est des auxiliaires de l'armée. Lui, il les appelait la police indigène, et donc on n'y touche pas. Ils n'ont pas été désarmés, pardon. C'est une entourloupe un peu, non? Oui, c'est une entourloupe. Et ils ont récupéré pas mal de matériel militaire lourd des casernes de l'armée française pour les mettre en montagne, ce qu'on appelle, ils ont caché énormément de choses grâce aux Goumiers dans la montagne du Moyen Atlas, justement pour les soustraire à la vision de ces commissions. Donc, on a un pouvoir de Vichy à Rabat, sous la houlette du général Nogues et de son staff administratif, qui joue un petit peu donc avec les commissions. Il collabore pas vraiment, en fait. Il collabore à moitié, quoi. Il collabore, mais ils sont sur leurs arrières. Ils grattent. D'ailleurs, ils sont complètement acquis à Vichy. Pourquoi? Parce que quand le débarquement américain en novembre 1942 a eu lieu, Nogues a donné les ordres à son armée de défendre Casablanca, Asfi, Ahmadiyya, Knetra, etc. Donc ils sont dans la logique de Vichy, ils sont là à appliquer les consignes de Vichy, ils collaborent avec Vichy qui collabore avec les Allemands. Mais là, on est dans un jeu à variables multiples, mais en tout cas, ça fait partie un petit peu des petites histoires, parce que quand le général Géraud, qui était prisonnier de guerre en Allemagne et qui s'est échappé par contre. Il s'est échappé et il rentre à Vichy tranquille par la Suisse. Et il a embarrassé tout le monde, paraît-il. C'est une histoire, les Allemands qui le réclament. Vichy ne pouvait pas le donner parce que c'était un grand général. Il a fait tous ses grades. Il est arrivé au Maroc capitaine, je rappelle. Et c'est lui d'ailleurs qui a conquis la dernière opération de conquête quand il est rentré à Tindouf le 30 mars 1934 lui-même. Il est allé lui-même jusqu'à Tindouf à partir de Tata Ouarkziz. Et il rentre en relation avec les services américains qui le font sortir de France par un sous-marin côté Marseille. Il l'amène chez l'état-major de l'armée américaine qui était à Gibraltar bien avant le débarquement. Et c'est ainsi que tout un réseau de soldats, d'officiers français qui étaient dans l'administration militaire du protectorat au Maroc se sont organisés pour organiser une sorte de mouvement de résistance. Et d'ailleurs, ils étaient au courant du débarquement et ils allaient faire un coup d'État contre Nogues qui a échoué la nuit du débarquement. Ils voulaient arrêter Nogues
pour en faire un coup d'État. D'ailleurs, je me rappelle le nom du général Bitoire, qui a été arrêté, condamné même à mort. Heureusement pour lui, il n'a pas été exécuté. Un jour près, il allait être exécuté, sauf que les Américains sont enfin arrivés. Et Noguès a fait arrêter le processus de la mise à mort de ce général qui voulait l'attraper. Et ils l'ont fermé pour ouvrir la voie justement au débarquement américain. Pourquoi tout ça? Je veux dire, il y avait tout un réseau américain d'espionnage sous la houlette de leur consul à Alger, un certain Murphy, qui a joué un grand rôle de coordination avec les officiers qui n'acceptaient pas la situation de domination des Allemands et qui n'acceptaient pas la politique de Vichy, l'ensemble des politiques de Vichy. D'ailleurs, à Alger, il y a eu une sorte de coup d'État où une organisation s'est arrangée pour occuper le siège du gouverneur général en parallèle avec le débarquement américain, parce que quand on parle du débarquement américain, c'est les 4 positions marocaines, Asfi, Casa, Mohammedia, Qnitra, et 2 positions en Algérie qui sont Ouahran et Alger, surtout côté pour occuper la côte et les bases militaires de la marine. Alors on commence à comprendre en fait qu'il y avait quand même un jeu politique assez complexe, et ça donnait d'ailleurs le film Casablanca. Oui. Il se passe à cette période-là où, fait. même s'il n'a pas une seule scène qui a été tournée à Casablanca, comme symbole d'un moment où de grands troubles. Voilà, il y a des vichistes, des Américains, des combats, Allemands, des bombardements de Casablanca. Elle était bombardée. Voilà. Hein, Alors quand les Américains débarquent en 1942, Noguès alors de défendre le Maroc, disons de Vichy. le Maroc de Vichy. Mais qu'est-ce qui se passe en fait concrètement? Et ben, au début, il s'échappe à Fès, il avait peur, donc il s'échappe. Non mais il n'y a pas de combat en fait. Si, Casa a été bombardé. Mais par qui? Par les Américains, parce que les Français défendaient. D'accord, se défendaient contre les Américains. Ah d'accord. Donc les Américains débarquent, les Américains arrivent dans les 4 positions marocaines que tu nous as décrites. La France vichiste, dirigée par Noguès, défend, bombardement de Casa. Ouais. Et défaite, victoire. Oui, rapide. Voilà, oui, ça rapide, va vite. Ça va vite. Déjà, ils n'avaient pas le poids. Il y avait quand même un sous-marin allemand à Casa qui a été bombardé, coulé. Je crois qu'il y a un sous-marin allemand qui dort toujours sur les eaux à côté de Casablanca. Il serait pas plutôt près de Jdida? Parce que quand j'étais à Jdida, on me disait toujours qu'il y avait un sous-marin à côté de... Ah, probable. il y avait un mythe, je ne sais pas s'il est vrai. Et qu'il paraît qu'on l'aurait vu à marée basse. Non, on a des sous-marins allemands depuis la Première Guerre mondiale qui venaient livrer des armes à la résistance contre la France. C'est une autre histoire, on en avait parlé, on a évoqué un petit peu d'une manière indirecte quand les Allemands ont essayé de contacter les différents résistants, mais bon, c'est une autre histoire. Bref, quand l'armée américaine, bien sûr, prend le dessus, parce que on défend Casablanca, mais après les messages viennent de partout, qu'ils sont à Asfi, ils sont à Qnitra, ils sont à Mohammedia, etc. Je veux dire, l'affaire était déjà perdue d'avance, donc on cesse les combats. Mais quand même, Noguès s'échappe à Fès, plan B, histoire de voir est-ce que ça colle pas pour s'échapper éventuellement en Algérie, à mon avis. Et il demande à Mohamed V de le suivre. Sauf que Mohamed V, ça me regarde pas, c'est votre histoire. C'est Mohamed V même qui joue les intermédiaires avec les Américains pour le cessez-le-feu, etc. Ça y est, Noguès, elle était out. Il découvre qu'il y a un mouvement contre lui pour l'arrêter, de résistance. Il donne l'ordre à son armée de se défendre contre les Américains. Et il y avait même, paraît-il, les Américains avaient un document de déclarer le protectorat sur le Maroc au cas où Noguès ne collaborerait pas. Et paraît-il, le général Patel l'a déchiré de lui-même, de ses propres mains. C'est-à-dire, les Américains sont arrivés avec des scénarios, avec des plans ABC, etc. Au cas où ça marche pas avec les autorités françaises de Rabat, ils allaient les gommer, les dégager et signer un traité avec le Maroc ou quelque chose comme ça. Ah oui, c'est vraiment rapporté par l'ensemble des témoins qui ont écrit sur le sujet. Puis finalement, ça s'est terminé par une collaboration. Donc Noguès reste au Maroc et entre 40 et 42, c'est-à-dire les 2 années, il commence justement, et c'est ça qui nous intéresse également. 40 et 42, c'est avant le débarquement. Oui, c'est-à-dire l'application des lois de Vichy au Maroc. Donc à partir de 42, en fait, il n'y a plus de régime Vichy au Maroc. C'est fini. Voilà. C'est fini. Mais Noguès reste. Oui. Avec les Américains. Oui. Après avoir servi Vichy. Oui. Il va servir les Américains. Oui, parce que... il va se mettre sous l'autorité des Américains. Oui, parce qu'en même temps, c'est Giraud, le général Giraud, qui a été récupéré par les Américains par le sous-marin, qui va créer une sorte de comité national de commandement en chef civils et militaires d'Alger. Il s'installe à Alger comme représentant du gouvernement français. Et il crée cet organisme, le commandement en chef français, civils et militaires d'Alger. Donc c'est une sorte de président de la République en exil,
qui s'autoproclame, qui est le général Giraud. D'ailleurs, dans le bulletin officiel, c'est lui qui signe tout seul l'ensemble des décisions. Et il garde l'ensemble de l'arsenal administratif français de Vichy au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Pas de problème. Je veux dire, il garde l'ensemble. Sauf que, bien sûr, il arrête toute la politique de Vichy. Mais en même temps, il garde le personnel. Et très dur à comprendre. Hein. En fait, Giroud, c'est lui qui s'est échappé des geôles allemandes. Ouais, il était dans un château. Hein. Il était emprisonné dans un château. D'accord, c'est une image. Okay. C'est une image. Ouais. Non, il était dans un château. Il rejoint le gouvernement de Vichy dans une logique, j'ai envie de dire, légitime. Il rentre chez lui. Et là, il se retrouve comme une sorte de chef d'État en exil sur un gouvernement d'Afrique du Nord non vichiste. C'est bien ça. C'est cela. D'accord. C'est cela. Sous l'autorité américaine. C'est cela. Donc, tendant vers De Gaulle et compagnie. Pas encore. De Gaulle, il était à Londres, justement, et on va assister à la scène de ménage entre les deux généraux qui vont se retrouver à Casablanca avec le sommet d'un fin, en janvier 1943. Tous les deux, ils font 2 mètres. Alors que Churchill et Roosevelt, ils font à peine 1m60 chacun. Alors que tu peux imaginer un petit peu le quiproquo. Mais on va continuer un petit peu comment Giraud, au début, continue. Et c'est lui qui va vendre l'idée aux Américains que j'ai un noyau de l'armée française qui sont les goumiers, qui ont été soustraits à l'autorité des commissions d'armistice allemandes. Donc ils sont opérationnels, quoi. Oui, ils sont opérationnels, et puis surtout qu'à partir de ce moment-là, on commence à rappeler tous les gens qui ont été licenciés de l'armée suite au passage des commissions, etc., pour reprendre le boulot, pour reprendre l'entraînement, pour reprendre l'organisation, que ce soit au Maroc ou en Algérie, alors que les Allemands et les Italiens sont encore en Tunisie, et on n'a pas encore commencé la guerre de Tunisie et de Libye avant le débarquement en Sicile et en Italie, le début de la guerre en Europe. Donc c'est Giraud justement qui va constituer ce premier noyau du corps expéditionnaire français, et c'est lui tout seul qui va décider le fameux débarquement des goumiers et des tirailleurs marocains en Corse. Ouais, le deuxième tabord. C'est la seule opération faite par une armée française, entre guillemets, où il n'y avait ni les Américains ni les Britanniques. Et pour Général Giraud, c'est une manière de montrer une sorte d'indépendance d'esprit, de capacité d'une armée française de faire la guerre toute seule sans l'appui des autres, etc. Enfin, sans l'appui des autres. C'était trop symbolique, en tout cas pour lui, de faire cette opération uniquement parce qu'on appelle l'armée française, alors que cette armée française n'avait que des goumiers et des tirailleurs marocains. C'est le débarquement de Corse avec Boyer de la Tour. Boyer de la Tour, deuxième tabord. Ouais. Deuxième tabord. Voilà, vous avez chanté sur le deuxième tabord. On a chanté sur le deuxième tabord parce qu'on a connu l'histoire du papa de Mustapha Albiez, qui est un grand footballeur, qui faisait partie de ça et qui m'a montré tous les documents qu'il avait de cette période-là. Mais là, on sort un petit peu du podcast, vu que le podcast se concentre sur la période de Vichy. La période de Vichy, finalement, au Maroc, dure de 1940 à 1942. Ouais. C'est bien ça. Ouais. À partir de 42, il n'y a plus de Vichy. Il y a un Vichy. Non, c'est fini. Voilà. À partir du débarquement. Donc, on va revenir sur cette période-là parce qu'on veut vraiment parler de ça. Et si je connais bien l'histoire, la période de Vichy se caractérise en France par la persécution des Juifs. Oui. Surtout, et entre autres, mais aussi, je veux dire, par l'émergence d'un phénomène assez surprenant a priori, mais qui fait partie de l'histoire et de l'identité de France, et c'est un peu ces mouvements fascistes. Parce que tu imagines, dans la société française, comment toute sorte de milices issues de la société civile qui vont apparaître et qui vont émerger pour soutenir le maréchal. Nous voilà, je veux dire, les Français avaient une fascination. C'est un régime nazi en fait, c'est plus qu'une collaboration, c'est un régime fasciste. Ils avaient une fascination pour le maréchal. Et le passage du Front populaire, pour de larges franges en tout cas, n'était pas bien accepté. Donc une sorte de revanche, alors qu'on avait un mouvement qui déjà émergeait dans les années 30 en France, qui était anti-Front populaire, anti-juif, anti toutes les politiques un petit peu sociales qui ont été mises en place et la montée de la gauche. Et n'oublie pas qu'en parallèle, le mouvement fasciste en Espagne avec Franco avait réussi également de son côté, à mettre hors pouvoir le mouvement populaire un peu espagnol qui était l'équivalent du mouvement populaire en France, c'est-à-dire les gouvernements de gauche et de la République, avec le succès espagnol
qui s'est achevée pratiquement en 1939, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait une sorte de fascination des Français pour ces hommes militaires un petit peu qui prennent le pouvoir par la force et par la guerre. Justement, Hitler n'était pas un militaire, mais bon, il était dans l'habit du militaire et il met en place le régime nazi. Mussolini, depuis les années 20, issu également d'une sorte, ce qu'on appelle le national-socialisme. Alors, ces idées de socialisme couplées au nationalisme, c'est bizarre. Comment ils nous ont donné des régimes des plus affreux. Oui, c'est l'intégration des... On est dans le monde fasciste, c'est-à-dire le culte du chef, l'intégration des extrêmes, la fabrication d'une sorte d'idéologie avec tout et son contraire, national, socialiste, patriotique. Enfin, oui. Bref, ouais. Donc, tu as Mussolini depuis les années 20 en Italie, tu as Hitler qui apparaît au début des années 30, tu as Franco qui apparaît en Espagne, tu as Salazar également au Portugal qui met en place un régime dictatorial, militaire, etc. Je veux dire, une lame de fond, et puis la sauce prend. Et cela corrobore un petit peu avec ce qui se passait en France, puisque au Maroc, on a l'émergence de ces mouvements fascisants. Des colons, des Français et des anciens immigrés qui sont devenus français, qui... on a des noms. Alors, les noms, c'est dans la purge. Alors, je commence d'abord par la publication au Maroc de la loi sur le statut du juif qui a été promulguée par le maréchal Pétain. Là, tu lis quoi, là? Je vois que tu sors un document. La loi portant statut des Juifs publiée dans le bulletin officiel en France et qui a été publiée dans le bulletin officiel au Maroc. On appelle ça le journal officiel en France et le bulletin officiel au Maroc. Quelle date? 3 octobre 1940. Je t'écoute. On l'a publié dans notre bulletin le 8 novembre 1940. Loi portant statut des Juifs, nous, maréchal de France, chef de l'État français. Tu vois, chef de l'État, on dit même pas président. Hein. Le Conseil des ministres entendu décrétant, article 1er, est regardé comme juif pour l'application de la présente loi toute personne issue des 3 grands-parents de race juive ou de 2 grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif. Ça, c'est l'article 1. Bon, je vous passe les détails. Il y a, je sais pas combien d'articles, il y en a pas mal. Il y en a en tout, article 10. Le présent acte sera publié au journal officiel et exécuté comme loi de l'État, fait à Vichy le 3 octobre 1940, signé par Pétain, par Pierre Laval, le vice-président du Conseil, le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, Marcel Peyroton, qu'on va retrouver dans l'histoire de France au moment de la décolonisation. Paul Baudouin, le ministre de secrétaire d'État des Affaires étrangères. Ça, c'est la loi française publiée au bulletin marocain. Hein. Ouais. C'est la loi française publiée comme telle. Ensuite, on va sortir un dahir pour la publication de cette loi pour qu'elle soit rendue applicable au Maroc. Pour rappel, par tradition, toutes les lois publiées en France qui concernent les Français sont publiées au Maroc. C'est-à-dire pour information. Pour information et pour application. Sur les Français, pas sur les Français du Maroc. Sur les Français du Maroc. D'accord. Ils sont publiés par Dahir dans le bulletin officiel, c'est une tradition, c'est-à-dire par exemple, on a une organisation de la justice française au Maroc, une justice moderne qui applique la loi française aux Français bien sûr. Et aux autres Européens. Ouais, c'est pas alors, tout cela, il dépend du ministre de la Justice française et toute nomination, mutation, ouverture de l'année judiciaire, etc., il se fait par les textes français qui sont publiés en France et qui sont publiés au Maroc pour qu'ils soient applicables. Alors, ce dahir, on a le dahir du 31 octobre 1940 relatif à l'application en zone française de l'Empire chérifien de la loi du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs. Donc, le texte, nous arrivons au premier de mois, on le publie. Et curieusement, on change un petit peu les articles. On a publié la loi comme telle, et puis les autorités du protectorat vont l'aménager légèrement. L'article 1er, ce n'est plus la définition du statut du juif, ça commence par l'application en zone française de notre empire de la loi du 3 octobre 1940. Pourtant, statut du juif aura lieu dans les conditions fixées aux articles suivants. Et c'est l'article 2 qui reprend l'article 1 de la loi de Vichy. Alors cet article 2, il est modifié, et écoutez bien, est considéré comme juif au sens du présent Dahir tout israélite marocain. Alinéa numéro 1. Alinéa numéro 2. Toute personne non marocaine résidant en cette zone, issue des 3 grands-parents de race juive ou de 2 grands-parents de la même race, c'est le conjoint lui-même est juif. En fait, c'est la première phrase qui a changé, c'est-à-dire qu'on a rajouté tous les juifs marocains. Ouais, on a rajouté les juifs marocains qui ne figurent pas dans la loi de Vichy, et on définit ce qui est le non-marocain, c'est-à-dire les Français ou autres juifs de Tunisie. Oui, dans la suite du texte, il définit les juifs comme ils l'ont fait en France, quoi. Oui, et puis la loi reprend son... Donc en fait, on va avoir 2 types de juifs. On va avoir les juifs colons,
qui sont Français, oui, oui, enfin, c'est-à-dire que j'appelle colons, c'est-à-dire qu'ils viennent de France, ouais. Ou d'Algérie, ou d'Algérie, et qui sont les trois grands-parents, conjoints, etc. Et on va avoir les juifs marocains qui étaient là, donc avant même que le protectorat, etc. Donc voilà, on va avoir deux types de juifs. Tu vois, là c'est octobre, sauf qu'en novembre, le 18 novembre, c'est la fête des trônes de Mohamed V. Il reçoit bien sûr, comme d'habitude, la délégation des notables marocains, des chefs des tribus, les qaïds, les pachas, etc. et les représentants de la communauté juive, qui se sont plaints justement de la loi qui les touche, alors qu'en principe, la loi de Vichy, en tout cas, il ne parle que des Français. Du coup... Excuse-moi, 18 novembre, la fête de quoi? 18 novembre, c'est la fête du trône de Mohamed V. Donc à l'occasion de la fête du trône, il reçoit des représentants de la communauté. Alors on parle des Israélites marocains, là, pour reprendre la terminologie qui se sont plaints de la loi qui les touche. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, bien sûr, Vichy... Parce que là, on est sur une loi de définition, on n'est pas sur une loi de... Non, mais pourquoi définition? Parce que les articles, c'est quoi? C'est l'exclusion. Ah, d'accord. C'est l'exclusion. Les 10 articles. Je retire, ouais. Non, il y a la définition dans l'article 1 de la loi de Vichy, dans l'article 2 du Dahir publié au Maroc. Mais si on lit, par exemple, l'article 3, l'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après est interdit aux Juifs. Les membres de toutes les juridictions d'ordre professionnel, de toutes les assemblées aux représentations issues de l'élection, directeurs adjoints, sous-directeurs, chefs de service d'administration centrale ou assimilés, secrétaires généraux de région, chefs de service municipaux adjoints, agents de tout grade dépendants de la direction, bref, tout ce qui est fonction publique ou même fonction privée, tous les juifs sont exclus. Mais on met des dispositions, des exceptions. On expulse les membres du conseil enseignant, les administrateurs, les fonctions de... Alors, le problème, c'est que quand il précise les exceptions, les titulaires de la carte de combattant de 14-18, ils ne sont pas inclus. Et ceux cités à l'ordre du jour du cours de la campagne de 39-40, c'est-à-dire les décorés, ceux qui ont fait de l'armée auparavant, les anciens combattants, etc. Il y a des cas particuliers, du coup, justement, cette loi était très inapplicable. Et le 20 janvier 40... Vichy publie de nouveau un nouveau texte qui annule... Excuse-moi, je te coupe parce que je regarde. C'est pas seulement les fonctionnaires. Hein. Les Juifs ne peuvent sans condition ni réserve exercer l'une des quelconques professions. Donc directeur, gérant, rédacteur de journaux, revues. Médecin, dentiste, pharmacien, exactement, tous les métiers. Gérant de théâtre, de cinéma, entrepreneur de spectacle, directeur de prise de vue, compositeur de scénario. C'est-à-dire, voilà, on va les... Parce que déjà, on a annulé le décret Crémieux qui donne la nationalité aux Juifs d'Algérie. Donc, de facto, tous les Français qui ont acquis la nationalité selon la loi de 1870 ne sont plus considérés comme des Français, donc out d'office. Ensuite, l'interdiction des différents métiers. Alors, pour être bien clair, là, on parle d'un dahir. Hein. Dahir, c'est le terme qu'on utilise pour la publication d'une loi française, d'une loi appliquée au Maroc. Alors, il est où le refus qu'on célèbre régulièrement de Mohamed Khamis? J'y arrive. D'accord, de signer ça. Voilà. J'y arrive. Alors, Vichy change de loi. Après cette loi de 3 octobre 1940, il fait une deuxième loi le 20 janvier 1941. Précisant certaines modalités d'application du statut juif aux agents de l'administration publique au Maroc. On reprend cette loi de 3 octobre 1940, on l'aménage de nouveau parce qu'il est inapplicable. Enfin, ils ont trouvé beaucoup de difficultés à l'appliquer et en France et dans les colonies ou dans les départements ou dans les protectorats. Et du coup, ils ont fait une deuxième loi qui date exactement du 20 janvier 1941. Alors, c'est justement avec cette loi et le Dahir du 5 août 1941, qui rend applicable en zone française de l'Empire chérifien la loi du 2 juin 1941 sur le statut du juif. D'accord? Donc, c'est ce Dahir qui va agir. Parce que tu sais, le temps nécessaire à l'administration pour faire les recensements, de cataloguer toutes les personnes, etc. On est à la phase du recensement, d'accord? Et au Maroc, d'ailleurs, on a exécuté, par exemple, l'expulsion, parce qu'on a, dans le bulletin officiel, la réintégration par la suite de toutes les personnes qui ont été touchées. Et on a des noms, par exemple, le fondateur du Parti communiste français au Maroc, Lyon Sultan, qui est un Français juif d'Algérie. Il a été justement expulsé de son métier, et on a le Dahir qui le rétablit dans ses fonctions avec les excuses qui vont avec, et toutes les personnalités, bien sûr, ont été publiées. Donc, entre le recensement et l'exécution de la loi, et bien justement, c'est ce Dahir du 5 août 1941, rendant applicable en zone française de l'Empire chérifien la loi du 2 juin 1941 sur le statut du juif. Alors, écoutez bien, louange à Dieu seul, que l'on sache par les présentes, puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur que notre majesté chérifienne a décidé qui suit. L'article 1er.
la loi de 2 juin 1941, qui a remplacé la loi du 3 octobre 1940 sur le statut du juif, est rendue applicable dans la zone française de notre empire aux juifs autres que les juifs marocains dont le statut fera l'objet d'un dahir spécial. Eh ben c'est ça. C'est ce dahir qui ne viendra pas. Ah ouais, bon, on va jamais faire de texte là-dessus d'un dahir spécial, mais en tout cas, on extrait les Marocains juifs de la loi de Vichy. D'accord. Il est là Il est là. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est bien ce moment-là qu'on décrit quand on explique que Mohamed Ben Youssef a protégé les juifs marocains. C'est ça. Bien sûr. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce détail de cet article du dahir, alors tu vois, on est le 3 octobre 40, on publie une loi en janvier 41 pour annuler celle de 3 octobre et une troisième loi du 2 juin 1941 pour annuler celle du début janvier parce que c'était la pagaille totale. Donc les juifs marocains, ce qu'ils appellent les israélites marocains dans le texte exactement, est considéré comme juifs au sens présent, tout israélite marocain, ils ne vont jamais être concernés par ce dahir sur les juifs français. Donc les fonctionnaires, les enseignants, tout ça vont rester et ils ne vont jamais non plus être l'objet de leur dahir tout seul. C'est bien ça? Non, il n'y a jamais eu lieu parce que là, on est en août 41. Un an plus tard, on a les Américains qui débarquent. Mais déjà, ils sont isolés. Les Français sont occupés avec les Juifs de France, d'Algérie, etc., qui les concernent. Puis les... alors, est-ce que les Juifs français, dans cette courte période-là, entre ce dahir et l'arrivée des Américains qui va geler donc cette opération, est-ce qu'ils vont être persécutés, les Français? Bien sûr, ils vont être expulsés de leurs fonctions d'abord. D'accord. Donc on les expulse de tous les métiers dont on a décrit. Ouais. Mais est-ce qu'on va jusqu'à organiser leur détention, etc. Non, pas encore. Non. Pas encore. Mais ça va avoir lieu, ça? Non, normalement, c'était le schéma. Oui, mais est-ce que ça a eu lieu? Ça a été appliqué? Non, le cas a eu lieu en Algérie et en Tunisie, mais pas au Maroc. D'accord. Donc, et les Israélites marocains, comme selon le... sont restés dans leurs fonctions, dans leur métier. Alors, ma question, elle est simple. Est-ce que ce geste politique c'est un geste humain, c'est un geste politique justement, est-ce que c'est un geste de souveraineté aussi? C'est un geste de souveraineté, donc c'est un geste qui est politique aussi. Oui, mais c'est un geste de souveraineté parce que a priori, je veux dire, bon, il y a les Marocains, il y a les Français justement, et c'est ça qui va jouer dans les années 50 également. C'est que vous appliquez les lois à vos Français, ça vous regarde. Ce que vous faites avec vos Français, je suis pas souverain des Français, mais sur les Marocains, quand même. J'ai mon mot à dire, c'est chez moi là. Je suis dans un régime de protectorat. Moi, je suis pas un département, je suis pas une colonie. D'accord. Donc, évidemment, si on continue la comparaison protectorat-colonie, en Algérie, qui est une colonie. Non, un département en Algérie. Un département, d'accord. Ouais. Les colonies, c'est l'Afrique de l'Ouest, par exemple, l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique équatoriale. L'Algérie, c'est 3 départements. Ce genre de bataille juridique n'a pas eu lieu là-bas? Non, mais ce dahir de 41 quand même reste le plus fondamental. Je veux dire, entre octobre 40 et août 41, on a réussi à extraire entre octobre 40 et août 41. On a extrait les Marocains des lois de Vichy, de la persécution des Juifs, la discrimination, la persécution, l'expulsion du travail et justement l'interdiction d'exercer des métiers et puis surtout aussi la mise en place. On ne parle pas de confiscation de biens là, non? On ne parle pas de confiscation de biens. Je sais pas, j'ai pas lu tout le détail de Vichy, etc. Mais bon, alors c'est avec les rafles, qu'on. Ouais, c'est plus tard. C'est avec les rafles. Alors, c'est très clair. On a bien compris de toute façon que tout ce processus, en tout cas en Afrique du Nord, va être interrompu par le débarquement américain. On est en 42. Quel mois? Novembre 42. Voilà. On parle plus de Vichy. Nogues reste jusqu'à l'arrivée de. Ça met fin aux persécution de toute façon des Juifs marocains. Ça met un terme à toute c'est terminé, Vichy est terminé, tout est terminé. Racontons la fin du film alors. Giraud prend les destinées de la France et donc il garde l'Arsenal, sauf que quand De Gaulle arrive, il fait un peu le ménage parce que justement à cause des gaullistes ou des pro-De Gaulle qui ont été persécutés au Maroc, en Algérie, en Tunisie, il commence à arrêter beaucoup de responsables et c'est là que le général Nogues s'échappe au Portugal. Il a été condamné par contumace, je crois. À mort? Oui, à mort ou je sais pas, quelque chose, une lourde sentence ou à perpétuité. Et donc il a pratiquement fini sa vie en exil au Portugal, oui. Bon, je crois qu'il a fini par être amnistié vers la fin, je crois, c'est un geste symbolique avec le retour de Gaulle au pouvoir, en 1958 avec les histoires d'Algérie. Puisqu'on est en train de fermer les arcs narratifs, on peut dire aussi que Laval, je crois, a été condamné à mort. Oui. Pétain aussi. Oui. Pétain, il est mort ils ont eu des procès, ces gens-là. Ouais, ils ont eu des procès, effectivement. Et Giraud. Et donc, quand alors, juste pour information, je me suis peut-être laissé emballer par ma passion du foot, c'est Giraud avec AU, c'est ça?
Oui. Voilà, et pas Géraud A-U-D. Ouais, excusez-moi, je m'excuse. Depuis le début, je crois que je me suis un peu planté. Non, c'est Géraud qui compose avec De Gaulle finalement après la rencontre d'Anfa, Casablanca, janvier 1943. Ici, justement, cette rencontre-là qui va chambouler beaucoup. D'abord, Géraud et De Gaulle vont se chamailler un petit peu parce que chacun revendique sa légitimité. Les Américains avec Pour le leadership, etc. Et puis, c'est aussi les réunions avec les différents staffs, y compris Mohamed V, qui a été invité par Roosevelt et Churchill à un dîner. Mais, paraît-il qu'il y a eu un entretien dans l'après-midi secret avec Roosevelt. Et c'est là que toute une histoire aussi d'accès à l'indépendance, d'une nouvelle politique qui a été discutée. Et d'après les différents documents, Mohamed V était très enthousiaste. Il envoie même le Mouqri quelques jours après pour s'enquérir auprès du conseiller de Roosevelt sur les détails de l'évolution du Maroc. Et le Pacha de Marrakech, le Glaoui, qui va jouer un petit peu la personne contact entre les Américains et Mohamed V, c'est lui qui va suivre ce dossier. Pourquoi ? Parce que, tu vois, le Liban et la Syrie ont déclaré l'indépendance à ce moment-là avec l'arrivée des Américains, les luttes entre les gens de Géraud, les gens de Vichy, les gens de De Gaulle. Et puis, grâce à ce qu'on appelait à l'époque les Arabes américains, c'est-à-dire les Libanais et les Syriens qui travaillaient pour l'armée américaine, qui ont débarqué au Maroc et qui étaient bien placés dans le système américain, ont convaincu les Américains d'aider les Syriens et les Libanais à obtenir leur indépendance. C'est dans ce contexte que vient la fameuse lettre du 11 janvier pour le manifeste pour l'indépendance signé par les personnalités marocaines, présentée justement aux Américains, aux Anglais, aux autorités françaises et aux sultans pour demander à la France occupée de nous donner l'indépendance. Et bien sûr, la lutte de Gaulle-Géraud finit par la réussite de Gaulle à supplanter Géraud, qui a démissionné et puis qui a laissé tomber le pouvoir qu'il avait pour que De Gaulle a visité le Maroc pendant cette période quand même 4 fois, et surtout une visite qu'il fait au Maroc de quelques jours. Alors, il est venu le 22-23 janvier 43 à Casablanca. Alors là, il était un peu très gardé par les Américains, il n'était pas à l'aise, etc. Et puis, en août 1943, il fait une balade, il fait une tournée des casernes à Casa, à Fas. Il est allé même jusqu'à Ain el-Luh pour rencontrer le Bacha Hassan, fils de Mohamed Zahani. On a même la photo à côté d'un cèdre à Ain el-Luh. Donc, comme on parle de cèdre gourou, on peut très bien parler d'un cèdre. Charles de Gaulle, c'était le moment où il venait faire la tournée pour faire un petit peu le topo des disponibilités militaires des Français et des Marocains au Maroc pour les inclure dans son dispositif, parce qu'il est devenu le chef de l'État et le chef des armées, avec à sa disposition toute la hiérarchie militaire reconstituée par Géraud auparavant. Ensuite, justement, de Gaulle, quand il réussit, et bien sûr, il a été reçu par le sultan. On a la photo, je veux dire, ce moment où il cherche un petit peu de légitimité, il trouve de l'écho, et puis on croit en lui, on discute avec lui cette histoire d'indépendance. Il dit rien à discuter pendant la guerre, on termine la guerre, on va voir après. C'est là qu'il invite Mohamed V à Paris le 18 juin 1945, date symbolique de son appel, pour le désigner comme compagnon de libération. Ensuite, Mohamed V va visiter les troupes marocaines en Allemagne et en Autriche. Il est allé jusqu'à Gans, je crois en Autriche, où il y avait les drapeaux marocains à Gans, s'il vous plaît, avec un défilé des gommiers, des tirailleurs, etc. Qui revient, une chèvre, toujours la mascotte. Il revient et puis il fait une balade avec De Gaulle en France jusqu'en Auvergne. Je veux dire, tout ça est documenté, on a les vidéos, etc. Compagnon de libération, visite des soldats marocains en Allemagne et en Autriche, des défilés militaires, les drapeaux marocains partout, balade avec De Gaulle en Auvergne. Je veux dire, il y avait tous les signes d'une sorte de reconnaissance de Gaulle, et que peut-être s'il était resté au pouvoir de l'indépendance, sauf que De Gaulle est parti du pouvoir justement suite à une élection. On va renouveler le début de la 4e République française, l'élection d'un nouveau président. De Gaulle est parti, donc là, c'est une autre paire de manches qui va commencer dans l'histoire de France. Et quand même, pendant cette période-là de Géraud, et de Géraud à De Gaulle, on installe un Gabriel Puyo, celui qui était déjà passé, il va revenir, comme résident général à la place de Noguès, il va conduire une répression terrible. Et il va être ferme contre le principe de l'indépendance du Maroc, qu'on pouvait vraiment atteindre, sauf que ce résident était
complètement contre, alors que le conseiller de Gaulle aux affaires musulmanes, quand on l'appelait général Catrou, un autre ancien du Maroc, était pour l'indépendance. Eh ben, rien n'y fait. Quoique, on enchaîne sur un libéral comme résident général, Éric Labonne, de 45 à 47. Mais c'est une autre histoire. Mais c'est une autre histoire. Justement, on en a parlé un petit peu. C'est une ouverture vers une autre histoire, et on peut même fermer ce podcast avec une ouverture vers une troisième histoire, qui est celle de... Parce que là, on termine le podcast sur une sorte de lune de miel, avec le sultan Mohamed bin Youssef à Paris, compagnon de la libération, associé à la victoire contre les nazis. Et ouais, non, j'ai envie d'ouvrir sur un podcast que je te charge de mener à bien dans des délais raisonnables, s'il te plaît. C'est que ces goumiers-là vont, pour une bonne partie d'entre eux, terminer en Indochine, à lutter avec l'armée française contre le mouvement de libération qui va devenir l'Indochine, le Vietnam, etc. Et quand ils vont apprendre que Mohamed Khamis a été envoyé en exil, ça va mettre un coup d'arrêt. On va rapatrier tout le monde. Ça va être un frein à leur engagement. Ouais. Et j'aimerais bien un jour que tu nous fasses un podcast sur ces combattants marocains en Indochine. Il y a un bouquin qui est là-dessus, qui recueille leur témoignage. Très intéressant. Même en Algérie. Y compris ceux qui ont changé de camp, qui ont rejoint la libération, le camp d'en face. Ouais. Même en Algérie, les gommiers, en 1955, des gommiers marocains étaient amenés, et je veux dire, les rapports sont là, et ben, ils ont refusé de combattre en Algérie, on les a transférés à Bordeaux, on avait peur qu'ils rejoignent la LN algérienne. Ça, c'est documenté. On a amené, en 55, on a amené des gommiers marocains là-bas, ils ont refusé de se battre et on les a expulsés. Alors, quand même, cette période de Vichy chez nous, c'est connu par des noms locaux, Amelbourne, Amjo, c'est là, c'est ce contexte-là, parce qu'on confisquait tous les biens. Américain aussi, puis c'est qui met fin ça. Américain, باش يجي داك الديسك ديال حسين السلاوي ما تسمع غير اوكي كمان باي باي امريكان عام الروز ديال الامريكان عام الجوع عام البون parce que justement entre Vichy et le comment dire, il y a eu des famines en fait, je comprends qu'il y a eu des famines. C'est une succession de plusieurs choses en même temps. Depuis la période de Vichy, on confisque les récoltes et la sécheresse est arrivée. Donc, on a confisqué des récoltes, la sécheresse n'a pas donné de récolte et du coup, la famine s'est installée à Maïrni, le Gurnina, c'est un terme qu'on utilise pour l'époque. Donc, entre la confiscation des récoltes et la succession de sécheresse, les Marocains se sont retrouvés dans une situation très grave à cause de la famine. On pourrait comprendre aussi cet engouement des jeunes pour aller alimenter la guerre par l'engagement dans l'armée parce que ça permet de donner un salaire et une situation, ça se complète. Et le début du programme américain d'aide à l'alimentation, c'est là qu'on va avoir du riz un petit peu qui va se diffuser un peu partout parce que jusque-là c'était un produit quand même de luxe et puis la zit américaine, farine américaine, hadia mishal Wlayat Muttahida qui reste jusqu'aux années 60-70 à peu près, je veux dire, donc tu vois, c'est une période tellement chargée sur le plan interne, sur le plan politique, sur le plan du protectorat, sur le début de la notion d'indépendance, sur la géopolitique mondiale, sur l'évolution politique elle-même de la France. Et je le répète quand même, sans ces goumiers camouflés dans le Moyen Atlas par le colonel qui va devenir général après le colonel Guillaume, il n'y aurait jamais eu de noyau qui allait être le corps expéditionnaire français dans la Deuxième Guerre mondiale pour que la France soit déclarée comme un pays vainqueur, alors que normalement il était occupé. Merci beaucoup pour toutes ces précisions sur une période passionnante. Alors, on est abreuvé de documentaires sur la Deuxième Guerre mondiale. Il y en a des très beaux, en particulier sur Netflix, où c'est très documenté. C'est une guerre filmée, c'est une guerre où c'est pas très difficile de s'informer. Par contre, on est très content d'avoir placé la caméra chez nous, au Maroc, pour cette période. Et là, d'un seul coup, on a des nouveautés, on a des choses qu'on savait pas, des choses qu'on découvre, qui sont aussi passionnantes et qu'on est très content d'avoir défriché avec Mustapha. Merci Mustapha Kadiri. Merci à vous. À la prochaine. Salut. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.